Bonjour à tous, merci d'être là si nombreux aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Hugo et Benoît pour vous présenter un webinaire sur comment exploiter les datas pour prendre de meilleures décisions. Donc l'idée de ce webinaire en termes d'agenda, c'est de revenir un peu sur les enjeux de la modern analytics. Qu'est-ce qu'on entend par big data, par BI, data visualization. Donc c'est vraiment faire un échange autour de ces sujets-là par rapport aux questions habituelles qu'on a de nos clients. On viendra aussi rapidement sur les avantages des solutions Microsoft dans ce contexte. Une petite présentation rapide d'Apsia avant de rentrer vraiment dans le concret avec une démonstration par Benoît qui va vous montrer concrètement dans les outils, comment on exploite, comment on traite et comment surtout on visualise la data. Et à la fin de ce webinaire, on vous propose une session de questions-réponses. Vous pouvez bien sûr, dans le chat qui est à votre droite, dans l'interface, poser des questions au fil de l'eau. Et on sera ravis d'y répondre en fin de démonstration. Donc moi-même, Guillaume Rezu, je suis en charge du marketing et expert en transformation digitale, spécialiste des softwares. Accompagné aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Hugo, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, Hugo Durbeck, expert data à Apsia, et je pilote aussi la ligne de business data et BI à Apsia. Et la chance aussi d'avoir Benoît, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Echer et je travaille depuis maintenant 2 ans en tant que data spécialiste et data architecte. Merci à tous les deux. Et je vous propose d'enchaîner là sur les enjeux de la modern analytics. Donc c'est vrai que aujourd'hui on entend beaucoup de termes dans le milieu de la SI avec notamment ChatGPT dont vous avez sûrement entendu parler, qui fait un peu le buzz comme on dit, avec des impacts directs puisque Microsoft a commencé à intégrer l'IA dans ses outils, dans ses solutions. Et dans le thème aujourd'hui qui nous intéresse, autour de la business intelligence, on entend aussi souvent le terme big data. Donc j'ai même entendu tout à l'heure, j'ai lu un article où on parle de GPTisation dans l'IA de la SI. Donc on commence vraiment à beaucoup en parler. Et là, c'est vrai que pour la BI, il y a le terme big data qui revient souvent. Et ce que j'ai envie de te demander un peu, Hugo, c'est pour toi, voilà, est-ce que c'est un buzzword comme on peut en entendre souvent et qu'au final, on n'a jamais vu les applications concrètes? Ou est-ce qu'il y a une réalité dans ton contact tous les jours avec les clients sur ces sujets où tu as des exemples concrets? Alors, c'est effectivement un buzzword, mais c'est aussi une réalité. Buzzword parce que si on met de côté les GAFAM, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, le big data, ça alimente chez nous plein de fantasmes liés à la sécurité, liés à la surveillance et à la super intelligence. Mais c'est aussi une réalité parce que dans les entreprises, se rendent compte qu'elles ont une vraie richesse que sont les données. Les entreprises tournent aujourd'hui sur des systèmes d'information, sur des SI, qui, à chaque interaction, génèrent de la donnée. Et on se rend compte aujourd'hui que toutes ces données, si elles sont utilisées, si elles sont exploitées, vont avoir une vraie valeur ajoutée pour les métiers et pour les services. Ouais, super, d'accord, très bien. Et parce que moi, de mon côté, marketing, quand on écrit beaucoup, forcément, ce qui est attractif, c'est la visualisation des données, les dashboards. On entend souvent d'ailleurs en avant-vente nos prospects nous dire, voilà, moi je veux des jolis dashboards, je veux avoir toutes les informations clés de mes différents services pour les exploiter. Donc on entend souvent, voilà, je cherche de la visualisation de données, mais avant d'arriver à ce résultat, quelles sont les étapes? Est-ce qu'on arrive directement à ce stade-là ou il y a des étapes avant? Ouais, effectivement, il y a 2 cas que l'on rencontre souvent. Le premier cas, c'est un dirigeant ou un responsable de service qui se rend compte que la data peut avoir une vraie valeur ajoutée pour lui et il a envie d'être data-driven. Donc, il va venir vers nous en disant mettez en place chez moi de la data, réalisez chez moi des jolis tableaux de bord. Et donc, c'est une décision qui vient du top pour aller vers le bas. Dans ces cas-là, ce que l'on va faire souvent, c'est on va mettre entre les mains des utilisateurs clés, mettre entre les mains des métiers
des tableaux de bord assez classiques, des tableaux de bord standards. Et l'idée à travers ça, ça va être de leur donner envie de se projeter avec ces outils de la data visualisation pour qu'ils puissent se rendre compte le champ des possibles qui s'ouvre grâce à la data. Et ça, c'est la première approche qu'on peut avoir quand la décision vient du haut. Mais la situation qu'on préfère et celle avec laquelle on est plus fier de travailler, c'est quand les décisions viennent, quand l'envie vient vraiment des métiers, quand ils ont déjà plein d'idées de tableaux de bord à réaliser, d'outils BI à réaliser. Et dans ces cas-là, on vient travailler avec eux, on travaille main dans la main avec eux, on va challenger leurs besoins un petit peu, on va réaliser bien sûr leurs demandes et on va ensuite challenger ces outils pour les optimiser, pour les faire évoluer dans le temps. D'accord, très bien. Super. Et ouais, donc là, on a parlé vraiment de la visualisation. Et qu'est-ce que ça implique aussi en termes d'architecture? Parce que je suppose quand tu as plusieurs sources de data, bah, il faut bien les stocker, les analyser. Tu vois, comment ça se passe en termes d'architecture? Est-ce que ça nécessite ouais, derrière une infrastructure spécifique? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour s'assurer voilà, qu'on récupère correctement la data et qu'on puisse l'exploiter? Effectivement, Guillaume, tout à l'heure, on parlait des entreprises qui utilisent du coup des SI, des systèmes d'information. Ces systèmes d'information, ils sont aujourd'hui de plus en plus complexes. Une entreprise va utiliser un, voire plusieurs ERP, va avoir un ou plusieurs CRM, des Warehouse Management Systems, même des petites applications métiers qui ont été codées maison et qui ont une vraie valeur ajoutée. Et toutes ces applications, toutes ces briques du SI génèrent de la donnée et toutes ces données ont une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc, l'intérêt d'une data architecture, ça va être d'aller chercher, d'aller collecter la donnée partout dans le système d'information pour l'unifier dans un conteneur unique sur lequel on va pouvoir brancher du coup de la data vise. Et ça permet d'avoir une architecture data qui soit un petit peu robuste, qui évolue aussi dans le temps et qui évolue avec l'entreprise. Et toujours l'objectif, c'est mettre la data dans les mains des métiers. Ouais, très bien, merci, très intéressant. Ce que j'ai noté aussi, souvent voilà, dans les avant-ventes, on parle d'analyse, de prédictif pour améliorer le pilotage de l'activité. Alors je sais que dans les ERP que nous on propose aussi par ailleurs chez Apsia ou dans les CRM, on a déjà certains dashboards hein, qui sont intégrés dans les solutions. Donc, tu vois, comment là aujourd'hui, par rapport à ça, quel va être l'intérêt de solutions complémentaires par rapport à des dashboards ou des reporting qui sont déjà intégrés dans les outils? Alors, pour le prédictif, ça a une vraie valeur ajoutée d'utiliser un outil de BI comme Power BI, par exemple, pour la data visualisation. Pour ce qui est du prédictif, je vois deux niveaux d'analyse prédictive. Le premier niveau, le plus simple, on va utiliser des données tangibles pour prévoir à court ou moyen terme. L'exemple typique, c'est utiliser les factures, utiliser les commandes d'achat pour prévoir à court et à moyen terme l'évolution de la trésorerie. Le deuxième niveau, ça va être un petit peu plus complexe et plus intéressant aussi. On va utiliser les données passées pour essayer de prévoir le futur, quitte à avoir une certaine marge d'erreur. Par exemple, si on imagine une entreprise qui vend des parapluies, cette entreprise, elle va croiser les données les données de vente des 4 dernières années avec les données météorologiques des 4 dernières années. Et l'objectif, ça sera pour l'année suivante d'essayer d'estimer le pipe de vente, d'estimer la variabilité, la saisonnalité et les tendances, par exemple. Super, ouais, très pertinent ton exemple. Je sais qu'aussi on a un exemple d'un de nos clients qui est dans la maintenance informatique et qui va utiliser justement le prédictif pour savoir à quel moment le plus opportun on doit changer des pièces dans les systèmes de serveurs, notamment de ses clients, pour trouver justement le meilleur moment pour après gagner en productivité et avoir toujours un maintien des logiciels pour éviter qu'il y ait voilà, le fait de changer tout l'outillage. Donc, c'est vrai que sur ce prédictif, c'est intéressant. Maintenant, ce que je te propose, bah, c'est peut-être de nous montrer un peu plus aussi concrètement en termes de solutions comment ça se représente. Et bah, je te laisse prendre la main pour nous expliquer ça. Super. Et d'ailleurs, ce client dont tu parles, Guillaume, il est engagé dans une démarche data depuis 2 ans maintenant.
Et on constate une vraie évolution dans les métiers de ce client-là. Ils sont tous data-driven et ils poussent maintenant la data très très loin, notamment avec des analyses prédictives. Si on en vient aux avantages de la solution Microsoft, là on a parlé d'architecture data dans le cadre du big data. Une architecture typique que l'on met en place à Appsia, c'est celle-ci. Donc vous voyez le schéma. Ce qu'il faut retenir dans cette architecture, c'est que Power BI, le logiciel qui va servir à faire la data visualisation, n'est pas directement connecté au système source qu'on a sur la gauche. On va d'abord collecter la donnée avec Azure Data Factory pour la stocker dans un data storage avant de l'utiliser dans Power BI. L'intérêt de toute cette architecture data, il est multiple. Moi, je vais vous présenter 3 avantages en face de 3 cas d'usage. Le premier avantage, c'est que cette architecture est agile et évolutive. Elle va s'adapter à l'évolution du système d'information. Par exemple, mon dernier client, c'est une entreprise française qui cartonne, qui se développe beaucoup à l'étranger. Cette entreprise, elle fait des achats d'autres entreprises 2 à 3 fois par an. Ils grandissent si vite qu'ils ont, pour une seule entreprise, plusieurs ERP. Alors chez eux, on a déployé cette architecture data où on va avoir un entrepôt de données dans lequel on va collecter les données des différents ERP pour ensuite aller faire un reporting à l'échelle du groupe entier et faire un pilotage à l'échelle du groupe. Le deuxième avantage, c'est que c'est évolutif. C'est scalable, ça évolue avec l'entreprise. Toutes les entreprises n'ont pas des volumes de données démentiels, mais cette architecture data, elle convient aussi bien pour les entreprises avec des volumes de données modestes qu'avec des entreprises qui ont d'énormes quantités de données. L'essentiel avec cette architecture, c'est qu'on va grandir avec l'entreprise. Et enfin, c'est time saver. On va gagner du temps. Les données sont collectées une seule fois, elles sont retravaillées une seule fois, elles sont nettoyées une seule fois. Ainsi, l'utilisateur final, les métiers à la fin, ils peuvent construire des tableaux de bord en se basant sur des données qui ont déjà été nettoyées. Ils n'ont pas besoin de refaire tout ce travail à chaque fois. Alors, si vous le voulez bien, on va repasser sur cette architecture data, brique par brique, outil par outil. Le premier outil, c'est Azure Data Factory, un outil de Microsoft. C'est ce qu'on appelle un ETL. ETL pour Extract, Transform, Load. On va aller, grâce à cet outil, aller extraire la donnée dans les différentes briques du système d'information, éventuellement la transformer, puis charger cette donnée dans le data storage. L'outil Azure Data Factory permet de créer plusieurs flux. On va créer des flux, des pipelines. À chaque fois qu'on veut importer un objet d'une brique vers le data storage, on utilise des pipelines pour extraire la donnée, la transformer et l'injecter dans le data storage. Et enfin, on a un espace administrateur dans cet outil qui nous permet de piloter, d'orchestrer, de surveiller tous ces flux de données, et tout ça sans code. Azure Data Factory, c'est un outil sans code et low code. Et un élément que je rajouterais aussi, c'est que c'est un des leaders sur le marché des ETL, Azure Data Factory, et on a une très grande communauté en ligne, très dynamique, et c'est aussi pour ça que personnellement, j'aime beaucoup cet outil. Alors, on a extrait les données depuis les systèmes sources, et maintenant on les injecte dans le data storage. On utilise encore une fois un outil Azure, tout simplement parce que, c'est la force de Microsoft, ça s'intègre très bien avec les autres outils de la galaxie Microsoft, notamment avec Azure Data Factory que l'on vient de voir, mais aussi avec Power BI. Le data storage que l'on utilise à Azure, il va nous permettre d'avoir cette évolutivité, cette scalabilité que l'on demande à l'architecture data. L'entrepôt ou le lac de données va grandir, va évoluer en fonction des besoins de l'entreprise. Enfin, ça permet aussi de déléguer toute la partie un petit peu complexe et touchy, que sont la sécurité, la gestion des infrastructures. On délègue tout ça à Microsoft, dont c'est le cœur de métier. Dernière brique, c'est la partie émergée de l'iceberg quand on parle de BI. Power BI, que vous connaissez sans doute, c'est l'outil de data visualisation de Microsoft. Cet outil, comme tous les outils Microsoft, encore une fois, il s'intègre à la suite Office, il s'intègre à Power Apps, il s'intègre à SharePoint, etc. Et nous, on privilégie beaucoup cet outil, on adore cet outil parce qu'il permet de mettre les métiers à chaque fois au cœur de la stratégie data de l'entreprise. Nous, on est content à la fin d'un projet quand les métiers sont capables de construire, de faire évoluer, de faire vivre les tableaux de bord.
L'objectif, c'est que l'entreprise puisse ensuite évoluer en toute autonomie. Et Power BI, c'est vraiment le bon outil pour faire ça. C'est un outil suffisamment complet pour aller très très loin dans les analyses, mais suffisamment intuitif pour avoir une prise en main rapide de la part des métiers. Et enfin, si vous regardez le Gartner de cette année, ou même celui de l'année dernière, vous verrez que Power BI, c'est l'outil le leader sur le marché, que ce soit en termes de performance, en termes de maturité. Encore une fois, la force Microsoft, on a une très grande communauté en ligne, très dynamique, et ce qui est encore une fois parfait pour se former. Je vous ai mis ici quelques tableaux de bord pour différents services d'une entreprise. On a des tableaux de bord qui sont plus stratégiques, d'autres qui sont plus opérationnels, mais je ne vais pas m'attarder sur cette diapositive. Je crois savoir que Benoît, tu vas présenter des tableaux de bord qui sont assez sympas. Merci, merci Hugo, très intéressant. Ouais. Je vais juste vous refaire un petit point sur Appsia avant de donner la parole à Hugo qui va lancer la démonstration. Appsia, on a un acteur de la transformation digitale. Donc, on adresse des besoins de la finance, qui est notre savoir-faire historique, jusqu'à la supply chain, en passant par la BI, comme on le fait aujourd'hui. On a construit vraiment des cellules internes chez nous. Aujourd'hui, on a plus de 140 consultants avec ces expertises qui vont de la finance jusqu'à la BI. Et même, on va compléter le fit to standard des solutions qu'on implémente, qu'elles soient ERP ou CRM, avec de la création d'apps, notamment avec Microsoft et leur Power Platform qui permet, dans le low-code, no-code, de travailler ces aspects-là. Donc, pour notre raison d'être, c'est innover. Hein. On va être à l'écoute des besoins de nos clients. On va leur proposer les meilleures solutions par rapport à leurs besoins. On a un rôle aussi de conseil très important historiquement parce qu'on vient du métier. Donc, on va conseiller les métiers chez vous en interne et les accompagner pour la mise en place des solutions qu'on préconise. On va construire ensemble, sur le long terme, des partenariats dans une logique vraiment d'accompagnement sur tout un tas de besoins liés à la digitalisation. Et donc là, par rapport à Microsoft aujourd'hui, qui est la solution qu'on propose, on est Gold Partner Microsoft avec plus de 60 consultants aujourd'hui certifiés sur Dynamics 365 et sur la Power Platform. On va agir sur toute la stratégie BI de l'entreprise avec des références clients d'entreprises du CAC 40 comme Téléperformance, avec qui on a commencé par le déploiement international de l'ERP Finance dans 45 pays et où on va compléter cette approche avec une stratégie BI. Evernext, c'est le cas qu'on vous présentait tout à l'heure, dont on a parlé. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Evernext, on est sur de l'écosystème SAP et on va travailler aussi avec eux, avec Microsoft, avec Azure sur SAP. Donc, c'est des solutions aussi qui sont compatibles avec toutes les solutions du marché et où il y a une vraie pertinence d'aller aussi compléter, même sur du système SAP ou Cegid, avec lesquels on est également partenaire. Et Benoît va vous montrer un exemple aussi de ce qu'on fait sur la BI avec Cegid, par exemple, avec le ERP XRP Flex. Donc voilà, beaucoup de références. On pourra bien sûr vous communiquer plus de détails sur celle-ci au besoin. Et donc voilà pour Appsia. N'hésitez pas si vous avez des questions a posteriori sur notre travail. Et là voilà, on va plutôt prendre tout le reste du temps pour la démonstration concrète avec Benoît. Et n'hésitez pas à préparer vos questions, on sera ravis d'y répondre à la fin de cette démonstration. Donc je laisse la main à Benoît et bonne démonstration. Merci Guillaume. Alors je vais juste prendre la main sur la présentation. Parfait. Alors, on va maintenant passer à la partie démonstration de ce webinaire. Je vais reprendre l'architecture qui a été préconisée par Hugo plus tôt. On va cependant prendre un cas très concret qu'on a eu l'occasion de déployer chez un client. C'est-à-dire que là, on va se baser sur des données qui viennent du CRM, donc du CRM de Microsoft, donc Microsoft Dynamics CRM. On va utiliser donc l'ETL également de Microsoft qui est Azure Data Factory.
qui va ensuite stocker les données dans le data storage. Et enfin, on aura des tableaux de bord sur Power BI. Donc, on va prendre les éléments brique par brique. Donc, tout d'abord, on va faire un petit tour dans le CRM. Donc, très rapidement, donc là, on peut voir le CRM du coup de Microsoft avec les différents éléments, les différents objets qu'on peut avoir dans le bandeau de gauche. On peut voir également tout le processus de vente du CRM, donc qui part du lead et qui va jusqu'aux factures. Et je propose que pour l'exemple, on suive du coup la vie d'un devis. Donc, je vais prendre un devis au hasard, ce premier devis-là, un devis de 8 000 €. Et ce qu'on va faire, on va voir l'évolution de ce devis, donc depuis le CRM jusque dans Power BI. Donc, on voit différentes informations. Donc, on a le montant, on a le statut, on a différentes dates. On a également l'owner associé à ce devis. Si on continue dans l'architecture, on passe maintenant à la brique Azure Data Factory, qui est l'ETL. Donc, ETL, je le rappelle, Extract, Transform, Load. Je vais vous montrer l'interface de l'ETL Microsoft, que voici. Donc, ADF. Et si on va plus profondément dans l'outil, on peut voir les différents pipelines. Donc, pour imaginer un pipeline, qu'est-ce que c'est? C'est comme un qui, d'un côté, va être branché à l'outil et de l'autre côté sera branché à notre storage. Donc ici, une base de données. Et dans le tuyau, il peut se passer différentes opérations. Donc, pour regarder l'exemple des devis, je vais ouvrir le pipeline des devis ici. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en source, on a bien notre CRM. On peut voir qu'en destination, on a bien notre stockage qui est notre base de données. C'est la base de données qui est indiquée ici. Et l'activité qui aura lieu donc, à l'intérieur du gros tuyau, ça va être de la copie de données. Donc, on va juste copier les données et les charger dans le data storage. On a évidemment un tas d'opérations qui sont possibles dans ADF. Donc là, on va rester sur un cas assez simple pour la démonstration. Je vais lancer en direct le pipeline. Donc là, actuellement, ADF va requêter le CRM pour interroger les différentes tables, notamment la table des devis, pour ensuite copier les données et les charger dans le storage, donc dans la base de données. Donc là, le flux a fonctionné. J'ai lancé manuellement, mais on peut évidemment programmer ce lancement de flux. Donc ça peut être journalier, hebdomadaire, ou au besoin, ça peut arriver aussi plusieurs fois par jour, en fonction du besoin client. Donc la prochaine étape dans l'architecture, c'est le data storage. Donc là, c'est une base de données. Donc voici l'interface et on va aller voir si on arrive bien à récupérer la table des devis, donc qui est juste ici. Donc comme on peut le voir, on a bien récupéré les données qui concernent les devis dans le CRM. Si je regarde plus précisément, on retrouve bien le devis qu'on avait plus tôt, qui s'appelait Call Campaign Complete Distrib, avec les informations associées. Donc on n'est pas forcément au bon format. En fait, on va considérer que dans notre base de données, on a différentes couches. Et là, ça va être la couche bronze, puisque les données qui sont envoyées dans le data storage sont brutes. Donc, elles sont récupérées telles quelles dans le CRM, elles sont déposées brutes dans le data storage. Et ce qu'on va faire, nous, c'est on va créer une vue gold, c'est-à-dire qu'on va retravailler les tables, on va retravailler la donnée qui est comprise dans le data storage, afin d'avoir des vues qui sont plus adaptées au métier. Donc, souvent, c'est une opération qu'on fait avec les métiers pour que ces derniers puissent utiliser les tables donc, dans Power BI ensuite, mais dans d'autres outils en fonction des besoins et de l'activité. Donc, la table des devis, elle va être retravaillée. Donc, on va donc créer une vue qui correspondra à notre couche gold de données. Et dans cette vue, on va avoir les colonnes qui sont dans l'ordre qui nous intéresse, avec les données au bon format, ici, avec donc voilà, tous les ID qui nous serviront à faire d'autres liens une fois dans Power BI pour faire des analyses croisées dynamiques. Donc voilà pour la partie data storage. Donc on peut construire toutes nos vues. Donc après, les vues sont multiples, on peut croiser les données au besoin. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Power BI pour visualiser du coup ce qu'on a réussi à récupérer comme données dans le CRM. Donc je vais vous montrer plusieurs rapports. D'abord un rapport assez classique et assez standard qui nous permettra juste de du coup voir le chemin qu'a fait ce fameux devis
depuis le CRM à travers l'ETL, le Data Storage et enfin Power BI. Je vous montrerai ensuite un rapport plus élaboré qui répondait à un besoin très spécifique d'un client. Et enfin, on verra un rapport qui est l'entre-deux. Donc, hop, tout d'abord, on a donc ce rapport. Donc, c'est un rapport, si je puis dire, standard, parce que, comme l'a dit plutôt Guillaume, à Appia, on déploie régulièrement des outils CRM Microsoft chez nos clients. Et en fonction des besoins qu'on a pu recenser, on a décidé de construire un tableau de bord standard, c'est-à-dire qu'il puisse se plugger sur n'importe quel CRM. Donc, peu importe votre activité, peu importe l'utilisation que vous faites de votre CRM, il est possible de plugger ce rapport directement à votre CRM parce qu'il se base uniquement sur des champs standards. Donc, en fait, c'est un rapport qui est déjà fait, qui est très facile d'utilisation et très facile à plugger sur vos environnements. Et on peut voir notamment, donc, dans ce rapport, si on fouille un petit peu, qu'on retrouve le devis qu'on avait pointé au tout début, donc call campagne complète distrib, avec les informations qui y sont associées. Donc maintenant, on va passer sur un deuxième rapport. Donc là, c'est un rapport qui a été élaboré pour répondre à un besoin client. Le client voulait analyser son activité d'achat, son entreprise à travers le monde. Donc, c'est une entreprise qui se développe partout dans le monde et qui est décomposée en plusieurs régions. Donc, on a mis en place pour commencer une restriction des données, c'est-à-dire qu'un manager de région, donc un manager achat, par exemple de la région APAC, n'aura accès qu'aux données de sa région, donc aux données de la région APAC. On peut voir que tous les graphiques se sont mis à jour sur la page qu'on peut voir ici, mais du coup, c'est la même chose pour les autres régions, comme LATAM par exemple. Et donc le directeur général du service achat de l'entreprise, lui, aura accès aux données globales du rapport, donc sans restriction. Ce rapport permet vraiment d'avoir au début une vue assez générale de l'activité d'achat, mais dans un but plus opérationnel, on a la possibilité de creuser un petit peu plus dans la donnée. C'est-à-dire que, par exemple, on peut voir ici des KPI qui nous donnent des moyennes de jours. On a la possibilité de cliquer sur les KPI en question et d'aller voir dans le détail quelles sont les commandes d'achat qui sont concernées et donc la moyenne de jours associée à chaque fois. Donc on a vraiment la possibilité de piloter et vraiment de driver de manière très opérationnelle son activité grâce à un rapport comme celui-ci. Benoît, On a également à chaque fois des graphiques explicatifs de nos différents KPI qui nous permettent d'avoir une analyse assez rapide et assez efficace de l'activité. Benoît, j'avais juste une question là dans le chat par rapport au CRM que tu démontrais. Est-ce qu'on Oui. peut plugger la data vis sur un autre CRM que Dynamics? Parce que là, tu as montré Dynamics. Oui, bien sûr. Alors, je prends un exemple Dynamics, parce qu'on a fait le cas, on a fait ce travail pour un client, mais il existe d'autres CRM, et on peut totalement récupérer les données depuis d'autres CRM comme Salesforce, HubSpot, et stocker la donnée dans un data storage, et pareil, faire un rapport qui se basera justement sur ce nouveau CRM. Super, merci. Je te laisse continuer. C'était juste pour avoir la Pas de souci. réponse en direct. Merci. Alors maintenant, je vais passer sur un troisième rapport, donc celui-ci qui est plus hybride. Donc c'est un rapport qui peut-être est plus tourné pour des personnes dans la finance. En fait, c'est un rapport qui a été conçu pour que l'utilisateur final ait la main sur l'analyse qu'il va faire de son rapport. Donc même en n'ayant pas de connaissances en BI ou peu de connaissances en BI, il a la possibilité de modifier le rapport pour modifier ces différentes axes d'analyse. Donc typiquement, là, avec ce rapport, ce que je peux voir, c'est je peux analyser mes ventes en fonction de mes catégories de produits et par année. Mais si je veux pousser l'analyse un petit peu plus loin et voir, par exemple, les sous-catégories de produits, je peux ajouter le champ moi-même dans mon tableau, puis je peux même ajouter le champ produit ensuite. Et vraiment, je verrai l'analyse détaillée, justement en jouant moi-même avec les axes d'analyse. Pareil pour les colonnes, on peut rajouter ici éventuellement les mois et en faisant une petite opération ici,
avoir l'analyse détaillée donc, voilà, de mes ventes par mois et par année. Donc, c'est un rapport qui est, très flexible et qui peut donner, voilà, une grande liberté d'utilisation, au end user. C'est un petit peu le tableau croisé dynamique de la BI, sauf qu'ici, en fait, on tourne avec, plus de 2 millions de lignes et pourtant on peut voir que le rapport est très réactif. Donc, c'est aussi l'avantage d'avoir une architecture, data, aussi robuste, comme a pu, vous l'expliquer Hugo un petit peu plus tôt. Alors ce que je voulais faire aussi également, c'était vous montrer un petit peu, la facilité d'utilisation qu'on peut avoir dans Power BI. Donc typiquement, Power BI, voilà, c'est un outil qui est très intuitif, donc qui peut être rapidement pris en main. Donc j'ai juste, voilà, créé un petit visuel en direct devant vous. Donc dans ce rapport-là, admettons que je vais construire, donc un graphique en barre qui représente, mon nombre de documents, par exemple, en fonction, de mes départements, de mon entreprise. Donc simplement en cochant les 2 cases que j'ai fait, j'ai obtenu un graphique assez rapidement et vraiment très efficacement. Après, je peux moi-même décider de, changer certaines, variables de mon graphique. Typiquement, si je veux changer, l'ordre dans lequel, mes données apparaissent, je peux les ranger en fonction du département. Voilà, de manière assez rapide. On peut également aussi afficher les valeurs de chaque colonne. Hop, comme ceci. Et si je veux les valeurs de manière, plus détaillée, je peux, choisir ce paramètre et du coup, je verrai pour chacune de mes colonnes mon nombre de documents. Donc on peut voir, voilà, que c'est, très rapide et très facile. Donc évidemment, je vous laisse imaginer la profondeur et la puissance de l'outil. Power BI, il est possible de faire beaucoup de choses, non pas que des graphiques, simples comme celui-ci, mais on peut croiser beaucoup de données et faire des analyses, assez profondes. Je vois qu'il me reste un petit peu de temps et je sais que Guillaume en a parlé plus tôt, donc je vais vous présenter rapidement un dernier rapport. Donc, c'est un rapport également un rapport standard que l'on a fait pour, cette fois-ci un ERP. Donc là, c'est l'ERP, CGI de XRP Flex. Donc, comme je vous le disais, c'est un rapport qui peut se plugger sur n'importe lequel, de vos ERP CGI de XRP Flex. Peu importe votre activité, le rapport se base que sur des champs standards et on peut avoir ainsi une analyse, très rapide de, votre chiffre d'affaires, vos analyses, vos charges, vos résultats. Donc, avec un rapport qui est très complet et très visuel. Je passe rapidement sur les différentes pages. Comme on peut voir, voilà, la balance âge des clients et on a même le PNL. Donc voilà, donc je vous remercie. Ça m'attend à la fin de la démonstration et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On se fera un plaisir de vous répondre. Guillaume, je te laisse reprendre la main. Ouais. Moi, du coup, ça me fait poser aussi des questions. Parce que là, du coup, est-ce qu'on peut croiser différentes sources de données? Et est-ce que toi, tu as des exemples que tu fais avec tes clients? Par exemple, si tu as des données qui viennent de l'ERP, mais aussi du CRM, que tu as envie d'exploiter sur des mêmes dashboards, comment ça se passe? Alors oui, complètement, c'est possible de croiser les données. On peut récupérer les données qui viennent, d'un ERP et d'un CRM et on peut, donc, fusionner, si je peux dire, les données, d'abord dans le storage, si on a un lien, qui est faisable directement dans le stockage. Mais on peut également le faire directement dans l'outil Power BI, donc, au niveau de la visualisation. J'ai pas d'exemple à montrer tout de suite, mais je sais que c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait, notamment avec un de nos clients. Le client justement qui travaille dans la maintenance de serveurs, où on a l'habitude de croiser des données qui viennent à la fois de l'ERP, du CRM, mais également de l'outil SIRH. On peut faire des analyses, croisées qui peuvent aller, parfois très, très loin. D'accord. Ouais, du coup, j'ai la question là dans le chat sur la,
le fait qu'on peut plugger également Power BI sur un ERP. Donc, la question, on a en partie répondu. Sachez nous, du coup, on déploie aussi des ERP chez nos clients, notamment Microsoft Dynamics 365 Finance et aussi les solutions SAP comme SAP Business by Design ou S4HANA Cloud Public. Et on a déjà des cas sur ces systèmes-là de déploiement de Power BI sur ces ERP-là, qui sont pas forcément du coup de Microsoft. Et donc, c'est une plateforme, parce que Power BI fait partie de la Power Platform, avec des outils d'automatisation. Donc, Power BI fait partie de je dirais, cet écosystème. Et on peut le travailler avec des autres solutions du marché. Et donc, le rapport qu'a montré Benoît, c'est Cegid XRP Flex, qui est un ERP pour les PME, que nous, on propose aussi en déploiement. Donc, j'ai d'autres questions. Comment fait-on les jointures entre tables? Alors là, je laisse les spécialistes répondre. Ouais, les jointures entre tables, on peut les faire à différents niveaux. On peut les faire au niveau du data storage, où on va faire des jointures entre les tables qui viennent de systèmes différents, par exemple. Mais on peut aussi les faire directement dans Power BI. On construit les rapports Power BI en 3 étapes successives. Et la jointure dont vous parlez fait partie de la première étape pour construire un rapport. Très bien, merci Hugo. On a aussi une question qu'on avait évoqué le prédictif tout à l'heure. En termes de prédictif, la question qui est posée, c'est quels outils en fait on utilise pour ça? Est-ce qu'il y a des outils spécifiques ou est-ce que c'est plutôt des fonctionnalités qui sont inclus dans les outils qu'on vient de présenter? Alors tout à l'heure, je vous avais évoqué 2 types de prédictifs que l'on pouvait faire. Dans les 2 cas, on utilise Power BI et dans les 2 cas, c'est géré par Power BI. D'accord, très bien. On a aussi une question sur le mode de connectivité utilisé entre Power BI et Data Storage. Quelles sont les connexions entre ces outils? On va utiliser de l'import de données. Donc, ça va être de l'import qui va être préprogrammé. On peut également les connecter en live. Ça va surtout vraiment dépendre du besoin du client. Mais si on considère que l'import de données entre l'outil et le data storage est déjà préprogrammé, souvent c'est plus pertinent de préprogrammer également le refresh, donc le lien entre data storage et Power BI avec la même logique. D'ailleurs, ça m'engendre une question à moi aussi. C'est quand on va automatiser en fait la récupération des données, la mise à jour, elle se fait tous les combien de temps? Par exemple, si ça vient d'un ERP ou d'un CRM, si on veut que les dashboards sur BI soient automatisés en live en fait. Est-ce que Bah, on est vraiment libre. C'est une question qui se pose assez tôt, généralement, dans les projets data. On peut tout faire. On peut faire des refreshs très très régulièrement, tous les jours, plusieurs fois par jour. On peut faire des refreshs une fois par jour, des refreshs hebdomadaires. Le cas le plus général, le cas le plus fréquent que l'on a, c'est un refresh pendant la nuit. Et les utilisateurs, les métiers arrivent le matin avec des tableaux de bord qui sont à jour de la veille. D'accord, super. J'ai une autre question aussi. Merci pour votre participation, c'est très intéressant. Appsia gère uniquement ses outils Microsoft. Donc, nous, on travaille sur ces outils-là, effectivement. Mais aidez-vous au déploiement de BI comme Google Data Studio. Est-ce qu'on travaille sur d'autres solutions de BI? Alors, à Appsia, on a pris le parti de se focaliser pour la data vise sur des technologies Microsoft et SAP pour pousser nos connaissances très loin dans ces secteurs-là. On pourrait s'attarder sur d'autres outils, mais on a préféré approfondir sur les outils Microsoft et SAP. Ça nous est déjà arrivé, par contre, de faire des tableaux de bord Power BI qui ont pour source de données, ou ont pour une source de données des data studios, ou des outils comme Google Analytics de Google. En sachant que voilà la solution sur SAP qu'on propose également, c'est SAP Analytics Cloud, pour ceux qui connaissent. Merci Hugo pour cette précision.
On a une autre question qui était par rapport au mode import. Est-ce que c'est pour des raisons de performance que l'on opte pour le mode import? Alors, il y a des raisons de performance d'une part, mais en fait, ça dépend surtout du besoin du client. Donc en fait, ça va vraiment dépendre, en fonction de ce qu'on arrive à tirer de l'analyse qu'on fait de l'activité du client et de son besoin. On opte pour, un mode d'import ou alors, une connexion en live. En tout cas, pour ce qui est de la connexion entre le data storage et Power BI, c'est aussi l'avantage de cette data architecture. On utilise des outils de la galaxie Microsoft. On n'a que des connexions natives et performantes entre ces outils. Merci. Je crois qu'on a bien répondu là à toutes les questions. Je pense pas en avoir oublié. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être dans l'audience? Donc, oui, c'est avant peut-être qu'il y ait une dernière question, qu'on prenne une dernière question. Voilà, juste pour préciser que Apsia, donc avec notamment Hugo et Benoît que vous avez vu aujourd'hui, mais aussi d'autres personnes spécialisées chez Apsia sur la data. Donc nous, on répond voilà à des besoins avec nos consultants sur ces sujets-là. Donc on est capable voilà d'intervenir sur des projets BI de vos entreprises, de conseiller aussi si vous avez besoin de conseils sur la partie architecture. Donc on va pas travailler que forcément sur Power BI, mais aussi tout ce qui est infrastructure en amont, comme on a pu vous le présenter. Et donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des projets ou des réflexions à nous les partager. On sera ravis ouais, de vous conseiller là-dessus et éventuellement voilà de vous aider au quotidien dans votre stratégie BI pour vous accompagner. Nos consultants, voilà, on a des consultants disponibles qui peuvent travailler avec vous sur des missions ou sur voilà la gestion de votre infrastructure. J'ai une question aussi ouais, qui est arrivée sur la partie storage. Quelle différence entre data warehouse et data lake? On entend effectivement beaucoup parler de ces deux modes de data storage. Alors, dans les deux cas, l'objectif, c'est de stocker de la donnée. La seule manière, les seules différences, ça va être la manière dont on va stocker la donnée. Dans un data lake, on va privilégier la rentrée de données. On est capable d'absorber beaucoup de données qu'on va stocker un petit peu en vrac dans le data lake. Alors que pour le data storage, on va privilégier plus la sortie de données. On va importer des données, on va les structurer, on va les stocker de manière structurée pour qu'elles soient facilement sortables du data lake, par exemple, vers un Power BI. On opte sur l'une des technologies plutôt que l'autre, à chaque fois selon le besoin client. On a des différences de tarification aussi entre les deux technologies. Et parfois même, on utilise les deux technologies en parallèle. Très clair, super. Je crois que là, on n'a plus trop de questions. En tout cas, on a été ravis de partager ce moment avec vous. C'était super intéressant. Moi, je tiens à remercier Hugo et Benoît là, qui nous ont donné de leur temps pour vraiment intervenir sur ce webinaire parce que je sais qu'ils sont à fond avec les clients. Parce qu'on a une particularité chez Apsia, c'est que les personnes avec qui vous parlez dans vos réflexions sur vos projets, c'est pas des commerciaux. En fait, c'est les personnes qui vont travailler avec vous sur les projets. Donc, j'étais ravi de les avoir aujourd'hui. C'était top. Et je vous dis rendez-vous sur de prochaines sessions.